avec entre autres le soutien de l'armée rwandaise en appui. Bien sûr, cette situation suscite des accusations de violation flagrante des droits de l'homme, avec des exactions sur les populations. Assurément, il y en a eu. Il y a eu de grosses bavures dans certaines zones de conflit. Les instructeurs russes qui combattaient sur le terrain avec les forces armées centrafricaines n'ont pas toujours fait dans la dentelle. Ils sont brutaux. C'est à déplorer et à dénoncer, mais sur le terrain, il me souvient que ces violences existaient déjà de la part de la rébellion. Comparaison n'est pas raison, c'est vrai. Mais on se souvient aussi des viols, des actes de prostitution et d'abus sexuels sur mineurs dont étaient accusés les soldats de la MINUSCA à Bambari en 2014 et 2016. Scandale dévoilé par Human Rights Watch et de Sangaris aussi à Bangui. L'affaire est d'ailleurs encore pendante devant la justice. C'est vrai que les autorités, les organisations sous-régionales et l'Union africaine doivent être particulièrement vigilantes sur le comportement des soldats ou les mercenaires de Wagner. On ne doit pas les laisser se livrer à des exactions sur les populations, pas de blanc-seing. Ils ne doivent pas jouir d'une quelconque complaisance. Si la presse internationale met surtout en avant les violations des droits de l'homme, mais également et surtout l'arrivée des mercenaires russes dans cette affaire centrafricaine, il faut reconnaître qu'en peu de temps, sans tambour ni trompette, ils ont considérablement fait reculer les rébellions. Mais à Paris, le président centrafricain est devenu un paria, celui qui a fait venir les mercenaires, celui qui est en train de livrer les richesses de la Centrafrique à la Russie. Bizarre. À aucun moment, personne ne rappelle que c'est Paris, c'est le président Macron lui-même qui l'a mis dans les bras de la force Wagner, que l'on présente partout comme des supplétifs qui agissent pour le compte du Kremlin. Si on avait maintenu Sangaris sur place, il n'aurait jamais pensé à faire recours à eux. Si en retirant contre son gré Sangaris, on lui avait donné des armes, il n'aurait jamais eu recours à cette force. La nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Le président Touadéra a simplement eu une réaction humaine, patriotique sur ce coup. Son principal souci, sa mission est de sauver son pays des rebelles qui déboulent de partout. C'est d'y ramener une certaine paix. Or, les multiples forces internationales qui se sont succédées ici n'ont pas brillé par leur efficacité. Elles n'ont pas réussi à juguler la violence dont sont victimes les populations centrafricaines depuis des décennies. Quand on est sur le point de se noyer, on accepte même de s'accrocher à la queue du crocodile. En plus, pourquoi un Centrafricain refuserait l'aide des Russes? Ils n'ont aucun contentieux qui les oppose. Ils ne sont pas ennemis. Que les Russes veuillent faire des affaires en Afrique, c'est normal. Et ils ne le cachent d'ailleurs pas. Il y a un très bon potentiel de développement. Cela nous permet d'espérer un accroissement du commerce. Dans 4 ou 5 ans, nous pourrons au minimum doubler le volume de nos échanges commerciaux. Les choses sont claires, non? Il vient pour le business et il ne parle pas d'aide ou d'opération humanitaire. La Russie avance ses pions depuis plusieurs années sur le continent. Elle gagne des marchés en Afrique, sans tambour ni trompette, sans donner de leçons. Elle vient faire du business. Et la jeunesse préfère cette approche de sincérité. Aux dirigeants et responsables africains d'être suffisamment jaloux des intérêts du peuple, d'être avertis, vigilants, pour ne pas se laisser berner comme cela a été le cas avec l'Europe pendant tant d'années. Mais l'heure est au business, au développement. Et la Russie fait aujourd'hui florès dans toute une série de pays d'Afrique, la Centrafrique et beaucoup d'autres, là où nous hésitons à aller. C'est un danger, ça ? Et bien sûr que c'est un danger, parce que la nature a horreur du vide. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rétrécir. Enfin, les pays européens, les États-Unis sont en voie de désinfluence en Afrique. Le mot est clairement lâché là par celui qui pendant longtemps a incarné la diplomatie française et qui a été Premier ministre. Pas n'importe lequel, Dominique de Villepin. Il s'agit de conserver son influence. Ce qui se joue ici, c'est d'abord une question d'influence. Or, la France, dans ses errements, a perdu de cette énorme influence qu'elle avait dans ce pays francophone. Les anciens territoires de la communauté française. Elle doit d'abord s'en prendre à elle-même au lieu de s'attaquer aux maillons faibles. Que le président Macron, dans le journal du dimanche, parle de Touadéra comme président otage des mercenaires est un peu drôle venant d'un chef d'État français. Parce qu'en Centrafrique, tous les présidents ont toujours été otages de Paris. Celui-ci a seulement ajouté un nouveau maître en raison justement des errements de la diplomatie de Paris. Si les leaders et les dirigeants qui se sont succédés à Bangui n'ont jamais été des flèches, s'ils n'ont pas brillé par leur vision, leur amour du pays, s'ils ont trop souvent été mus par leurs intérêts personnels, s'ils sont pour beaucoup
comptable de cette situation désastreuse, il faut dans le même temps dire que Paris n'est pas exempt de tout reproche dans l'enfer, dans le chaos qu'est la Centrafrique. Assurément, non. Avec un jeune président à l'Élysée, la jeunesse africaine, j'allais dire, exige que le discours change, qu'il soit sans complaisance, mais de vérité. L'histoire est têtue et on est souvent obligé de le rappeler pour mieux expliquer le présent. Lorsqu'en 1960, la République centrafricaine accède à l'indépendance après la mort dans des circonstances assez troubles de son leader nationaliste Barthélemy Boganda, qui militait à son corps défendant pour les États-Unis d'Afrique latine, voilà le jeune homme à qui Paris remet le pouvoir, David Dacko. Un jeune homme d'à peine 30 ans, totalement aux ordres, sans réelle opinion, sans engagement, complexé, vraiment à la ramasse, qui ne prend aucune décision sans l'accord de papa, papa étant le général de Gaulle. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Puisque nous sommes appelés à bâtir au cœur de l'Afrique une nation à l'image de la France, nous avons donc tenu à conserver plus solide encore les premiers liens que nos parents et nous-mêmes avaient déjà liés avec la France. Énorme, non? Quelle honte! Il vaut mieux entendre ça que d'être sourd. C'est clair que celui-là ne peut pas être contrariant. Un gouverneur noir, sans aspérité, qui veille scrupuleusement sur les intérêts de la France, à qui il doit tout. La France civilisatrice. Et lorsqu'il décide, dans un moment d'éclair de lucidité ou de folie, de prendre langue avec la Chine dans cette période de guerre froide où Pékin représente le diable pour l'Occident, il est aussitôt renversé dans la nuit de la Saint-Sylvestre 1965 par son cousin Jean Bédel Bokassa. Le colonel Bokassa m'a arrêté, il m'a conduit au Rock Club. Sur la terrasse du Rock Club, il y avait la plupart des Européens de Bangui, notamment des Français réunis. Et là, il m'a présenté, il dit, j'ai arrêté le président Dacko. Le président Dacko a vendu la République centrafricaine à la Chine, à l'URSS et à l'État d'Israël. Tout simplement parce que j'avais reconnu ces pays, j'étais parmi les premiers à reconnaître ces pays. J'arrache la République centrafricaine à ces pays pour la redonner à la France. Vive la France. Ce putsch de la Saint-Sylvestre est clairement et ouvertement orchestré par la France qui met dans le fauteuil un soudard, un ancien d'Indochine qui ne brille pas, vous en conviendrez avec moi, par son QI. Celui qui appelle le général de Gaulle papa et qui n'a pour seul objectif que de lui être fidèle va connaître le même sort que son prédécesseur quelques années après, en septembre 1979. Parce que 2 ans seulement après s'être fait payer par Paris son sacre d'empereur, il s'est cru un peu plus autonome. Parce qu'il n'a pas mesuré son périmètre de liberté, il a osé se rapprocher de Muammar Kadhafi de Libye, un proche de Moscou qui manifestait quelques velléités d'expansion. Alors sans ménagement, sans diplomatie, sans même y mettre la forme, au mépris de toute règle de diplomatie et même de bienséance, un soir du 20 septembre 1979, on a remis son prédécesseur David Dacko, qui a fait allégeance et qui irait à Paris dans un avion, un Caravelle, pour reprendre le pouvoir en Centrafrique. C'est dans un avion des forces françaises qu'il débarque à Bangui pour reprendre le pouvoir. C'est l'opération Barracuda. On lui a carrément donné un nom de code à ce putsch. Ça, c'est l'histoire de la Centrafrique. Je vous épargne les autres épisodes tout aussi rocambolesques, tout aussi ubuesques, d'André Kolimba, d'Ange Félix Patassé et de François Bozizé, qui sont à chaque fois